Bon, parlons-en puisque lundi matin, Jean-Marie Le Pen a dit qu'il ne serait sans doute pas candidat en PACA et que finalement la meilleure candidate serait sans doute sa petite fille Marion Maréchal Le Pen. Alors, il y a quand même dans cette histoire, puisque c'est fait des chaugrins de l'actualité, à juste titre d'ailleurs, quelque chose d'assez surprenant. Rappelons que Jean-Marie Le Pen a quand même été condamné 19 fois pour des propos révisionnistes ou négationnistes, etc. Et que, par conséquent, on se demande pourquoi sa fille, Marine, et son entourage découvrent tout d'un coup que les propos de Jean-Marie Le Pen sont insupportables. C'est quand même assez extraordinaire comme découverte. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Il est bien clair que Marine Le Pen et son entourage savent très bien qui est Jean-Marie Le Pen, savent très bien quelles sont les sources du Front National, et que s'ils ont choisi une autre stratégie, c'est bien sûr pour ratisser large au service d'intérêts qui n'ont rien à voir, quoi qu'ils en disent, avec les intérêts des classes populaires. Mais il y a plus là-dedans. C'est que, par exemple, j'entendais ce matin une journaliste de France Inter, que je ne critique pas a priori, vraisemblablement sympathique, mais qui avait cette phrase extraordinaire à propos de Marion Maréchal Le Pen, qui avait tenu la part égale entre sa tante et son grand-père, qui était de dire la plus jeune députée de l'Assemblée nationale a réussi à faire un parcours sans faute. Eh bien, c'est quand même étonnant ce parcours sans faute de Marion Maréchal Le Pen, parce que refuser de choisir entre la démagogie sociale de la tante et le révisionnisme du père, le néofascisme du père, c'est finalement accepter les deux. Alors voilà un parcours sans défaut, ça pose quand même un problème. Pas de contenu sans forme, et toute forme est forme d'un contenu. On peut réfléchir à cette phrase que je crois de Hegel à propos de la loi sur le renseignement à l'Assemblée nationale qui arrive à l'Assemblée nationale. Parce que finalement, c'est une loi qui va être adoptée sans véritable débat dans une procédure d'urgence. Autrement dit, la façon même dont la loi vient à l'Assemblée sans véritable discussion, qui est un déni démocratique, nous renseigne quand même un petit peu aussi probablement sur son contenu. Parce que finalement, le gouvernement la banalise. Bernard Cazeneuve dit qu'il s'agit de lutter contre le crime, contre le terrorisme, etc. Son champ d'application est bien plus vaste. J'en veux pour témoignage une tribune de la secrétaire générale du syndicat de la magistrature, publiée récemment dans un quotidien que je vais citer, Libération. Ainsi, l'intrusion est-elle dite légitime pour la défense des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France. Cette vaste catégorie ne se limite pas à l'espionnage industriel, elle met en péril le droit à l'information et toute forme d'opposition citoyenne à des choix qui engagent la société sur l'alimentation, la culture ou la santé. Ça veut dire que la loi telle qu'elle arrive, elle va un peu dans le prolongement de ce qui avait déjà été envisagé à un moment par le gouvernement. Donc cette loi, elle va bien au-delà de la lutte contre le terrorisme, puisque finalement, elle vise tout ce qui pourrait porter aux intérêts de la France, mais dans un sens extrêmement large. Par exemple, si on prend la question des lanceurs d'alerte, ces gens qui dans le monde interviennent pour attirer l'attention sur quelque chose qui ne cloche dans le système, eh bien après tout, la loi pourrait limiter leur intervention. Rappelons-nous qu'au mois de janvier, il y avait un projet de loi, dans un projet de la loi Macron, il était question de, de pénaliser l'atteinte au secret des affaires, ce qui voulait dire que les journalistes qui révèlent un certain nombre de choses sur des opérations financières plus ou moins frauduleuses seraient éventuellement poursuivis. C'est seulement parce qu'il y a eu une forte mobilisation d'ailleurs des journalistes que cette partie a été retirée. Mais finalement, la loi sur le renseignement veut le réintroduire. Enfin, il y a quand même autre chose dans cette histoire de loi sur le renseignement, qui est que finalement, c'est aussi une mise en condition de l'opinion. À partir du moment où on voit surgir une sorte d'ennemi intérieur, il est bien évident que tout bon citoyen se dira « mais après tout, moi, la loi sur le renseignement, ça ne me concerne pas puisque je suis un bon citoyen ». Mais en réalité, ce bon citoyen, quelque part, il devient lui-même, je dirais, un citoyen qui rentre dans l'ère du soupçon. Il est un citoyen lui-même sous surveillance. Et donc, voilà un peu ce qui va se passer. Alors, je voudrais terminer là, sur ce point avec une phrase quand même assez singulière de Bernard Cazeneuve défendant son projet, où il dit qu'il évoque le crime organisé, les trafics d'êtres humains, etc. Et il a cette phrase extraordinaire: ces organisations seraient-elles moins dangereuses
que les dispositions que nous prenons. Si on entend bien la phrase, ça veut dire qu'il avoue que les dispositions qu'il prenne sont elles aussi dangereuses.